On va d'abord accueillir un duo qui est composé de Charlotte Arbona, qui est chargée de projet innovation au sein du groupe SBN, et David Socia, le co-directeur de Natin Control. Ils vont nous parler d'une expérience particulièrement intéressante puisque c'est un laboratoire commun avec une entreprise pour un domaine très pointu, mais vous allez voir qu'il est particulièrement intéressant, c'est le biocontrôle des insectes ravageurs. Bonjour à tous. Nous sommes donc David et Charlotte pour vous présenter un petit peu Natin Control, qui est un laboratoire commun donc entre le laboratoire IES de David et donc mon entreprise qui est SBM Développement. Donc nous sommes une entreprise qui est spécialisée dans le développement et la mise sur le marché de produits de protection des cultures. Et avant de vous dire deux mots sur ce laboratoire commun avec David, on va vous parler un petit peu du contexte dans lequel s'inscrit finalement ce laboratoire qui est, comme je viens de vous le dire, la protection des cultures. Alors il faut savoir qu'une plante, un peu comme nous les hommes, où on peut être malade à cause de virus, de bactéries, voire même de champignons, et on peut se faire embêter par des insectes, comme par exemple des moustiques ou par exemple des poux. Il faut savoir qu'une plante, c'est exactement la même chose. Elle va être agressée par des agresseurs, donc qui peut être des champignons, des bactéries, des virus, tout pareil, comme des insectes ravageurs et nuisibles. Et en plus, elle a un souci supplémentaire, ça va être les mauvaises herbes. Comme elle est immobile, les mauvaises herbes vont entrer en compétition pour des ressources, comme l'eau ou la lumière. Donc, tous ces agresseurs en fait, vont induire des pertes de récolte, voire même la mort de la plante. Il faut savoir, par exemple, que si vous prenez une parcelle de blé en France et que vous ne la protégez pas, aucune protection quelle que ce soit, il va y avoir une perte de récolte de 45%. Alors, si on prend une parcelle de blé française, qui est à peu près 70 quintaux par hectare de rendement, on perd donc 30 quintaux hectare de rendement. Alors, ça peut-être ça vous représente rien du tout, mais globalement, si on ramène ça à l'échelle française et du blé, des parcelles de blé françaises, ça représente 15 millions de tonnes de blé perdues par an. Ce qui est énorme. Et un dernier chiffre, ça en fait, c'est 15 millions de tonnes de blé, ça représente la consommation française en blé par année. Donc en gros, si on ne protège pas les cultures, et si on ne protège pas le blé, on n'aura plus de pain en France, globalement. Donc ce serait dommage de perdre sa baguette. Et donc il y a une nécessité de protéger les cultures. Donc, en termes de protection des cultures, bien évidemment, il y a actuellement des solutions qui existent, mais certaines de ces solutions, comme par exemple les pesticides de synthèse, soulèvent pas mal de questions, sont assez controversées, pour tout un tas de raisons, et je suis particulièrement bien placé pour enseigner et faire de la recherche sur ce type de thématiques. Il y a des problèmes de toxicologie environnementale, des problèmes de persistance de ces polluants dans l'environnement, des problèmes de résistance, mais fort heureusement, aujourd'hui, il commence à y avoir des nouvelles solutions, des alternatives, et justement, une de ces alternatives, ce sont les produits de biocontrôle. Alors, qu'est-ce que c'est que le biocontrôle ? Grosso modo, la définition très générale du biocontrôle, c'est utiliser des solutions naturelles pour lutter contre des agresseurs. Il existe 4 catégories, grosso modo, de biocontrôle. C'est tout d'abord les macro-organismes. Donc, par exemple, c'est utiliser la coccinelle pour manger d'autres insectes. Ça va être utiliser des micro-organismes, des bactéries, des champignons et autres qui vont, pareil, lutter contre des insectes. Ça peut être aussi l'utilisation des odeurs, des phéromones ou des odeurs de plantes qui vont attirer ou au contraire repousser des agresseurs. Et puis ça va être aussi l'utilisation d'un arsenal de molécules dans les plantes qui peuvent être utilisées sous forme d'insecticides pour tuer ou perturber le bioagresseur. Alors, en termes de marché, faut savoir que sur tous les produits de protection qui existent pour les plantes, seulement 8% en 2018 étaient représentés par du biocontrôle. Il faut savoir que depuis 2010, ce marché est en forte progression. On a une croissance à 2 chiffres depuis 2010. Le problème, c'est qu'on n'a que 8% de produits, et donc ce qui fait qu'on n'a pas suffisamment de solutions de biocontrôle pour tous les besoins du marché. De plus, on a peu de produits, mais en plus, ils sont très mal répartis. Parce que globalement, on a 2 fois plus de produits de biocontrôle pour les filières, par exemple fruits, légumes et viticulture, 2 fois plus que pour les céréales. Donc on a un problème à ce niveau-là, on a besoin de nouvelles solutions de biocontrôle. Fort heureusement, on a un contexte réglementaire aujourd'hui qui est assez favorable au développement du biocontrôle.
notamment par les plans éco-phyto, où là, on va essayer de réduire les intrants comme les pesticides, et donc les produits de biocontrôle sont des produits majeurs pour y arriver. Et donc, par exemple, pour les jardiniers amateurs, aujourd'hui, vous savez que depuis janvier de cette année, ils ne sont plus autorisés à utiliser des produits de synthèse, donc on n'a que des produits de biocontrôle qui sont disponibles pour eux. Et aujourd'hui, il y a une forte incitation en fait, à faire de la recherche et du développement de solutions de biocontrôle. Alors parce que déjà essentiellement tous les besoins ne sont pas satisfaits, il y a encore beaucoup de choses à trouver pour pouvoir lutter contre ces bioagresseurs. Et puis parce qu'il y a aussi tout un tas de laboratoires qui ont des compétences dans ces domaines-là, comme par exemple le nôtre. Et il y a aussi tout un tas d'appels d'offres après Ecophyto qui sont apparus, qui effectivement sollicitent tous ces laboratoires de recherche dans le domaine du biocontrôle. Il y a même aujourd'hui un consortium biocontrôle à l'échelle nationale. Il y a même un plan national de recherche qui vient d'être publié cette année pour cultiver et protéger autrement. Donc c'est quelque chose de capital. Et notre laboratoire est souvent sollicité pour ça. D'ailleurs, c'est comme ça que nous sommes rencontrés, puisque nous avons déjà travaillé ensemble dans le cadre d'un autre programme, ce qui était appelé le consortium Green Protect, donc c'était pareil, de la recherche de biocontrôle. Et suite à ce travail, en fait, on travaillait plutôt pas mal ensemble. On s'était dit, tiens, on va essayer de développer un autre projet avec notamment, effectivement, ce système de laboratoire commun, donc un appel d'offres très particulier de l'ANR, qui vise en fait à coupler des laboratoires académiques et des entreprises privées. Alors, il y en a plein des laboratoires communs. Au jour d'aujourd'hui, il y en a une petite centaine sur des thèmes très divers, physique, musicologie et autres. Et notamment, il y en a quelques-uns sur le biocontrôle. Le principe en fait est relativement simple. L'ANR donne au laboratoire public une somme d'argent pour faire sa recherche. L'entreprise privée donne aussi sa participation dans la corbeille de la mariée pour faire cette recherche. Et en fait, du coup, les deux acteurs travaillent de pair de façon à développer leur thématique commune. Et dans notre cas de figure à nous, c'est le laboratoire commun qu'on appelle Natine Control pour contrôle naturel des insectes et qui vise à développer des nouvelles solutions de biocontrôle contre les insectes ravageurs. Et donc c'est nécessaire parce qu'effectivement, nous avons un certain nombre de cibles qui sont des cibles que SBM vise particulièrement, pour lesquelles en fait actuellement il n'y a pas de solution de biocontrôle. Et donc nous essayons effectivement d'innover dans ce domaine-là sur ces ravageurs-là. Et donc, le LabCom, c'est un partenariat entre une boîte privée, donc SBM ici, et un labo public, donc IES. Et donc, IES apporte toute sa recherche fondamentale sur les ravageurs que l'on travaille, et aussi toute son expertise pour des essais en laboratoire. Et SBM, nous, on apporte toute notre expertise qu'on a sur le développement, l'homologation et la mise sur le marché de produits de protection des cultures. Ce qui fait qu'avec ce partenariat, on couvre finalement tout ce qui va de la recherche fondamentale jusqu'aux utilisateurs finaux, que sont des agriculteurs ou des jardiniers amateurs. Alors, au niveau des travaux, grosso modo, la force du LabCom, c'est de pouvoir développer un programme très intégratif qui s'appuie bien évidemment sur des connaissances académiques, une technicité académique. Et donc, on est en mesure, par exemple, de faire des identifications d'espèces, déterminer si les espèces, les souches sur lesquelles on travaille ont des résistances. On est aussi en mesure de faire des études comportementales. Donc, est-ce que des solutions odorantes, répulsion, attraction peuvent être mises en place ? On peut aussi faire des séquençages de génome. Et donc, notamment, dans notre programme, nous avons pour la première fois séquencé les génomes des espèces qu'on travaille. Et l'accès à ces génomes aussi permettent de faire des analyses bioinformatiques et qui peuvent, par exemple, permettre d'identifier des molécules naturelles de plantes qui sont susceptibles d'interagir avec des protéines de l'insecte et donc trouver par ce biais-là, finalement, des acteurs à tester. C'est particulièrement intéressant de travailler de cette façon-là parce qu'en fait, on réalise des comités techniques assez régulièrement entre les deux acteurs. Et finalement, même par exemple, ne serait-ce que sur la sélection des produits à tester, il y a un échange en amont, très en amont du projet, qui permet finalement déjà, par exemple, d'éliminer tous les produits, toutes les substances qui pourraient avoir des profils toxicologiques assez délétères, néfastes, ce qui contraste énormément avec la pratique de certains gros acteurs du domaine du côté privé, où ils font des screenings de masse à l'aveugle de molécules qui parfois sont des molécules qui sont pourtant connues comme étant toxiques, mais effectivement, ils essayent quand même de voir s'il y a des efficacités. Et la chose, c'est que des molécules naturelles peuvent être toxiques et peuvent être
dangereuses. Donc du coup, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en amont. Et en fait, dans le programme, nous, on écarte assez rapidement ce type de molécules. L'idée, en fait, c'est de garder en ligne de mire, et ça, nous, on l'a appris de la société SBM, c'est quelles sont les conditions pour mettre sur le marché une molécule après développement, après plusieurs années de recherche, et donc notamment les problématiques de mise sur le marché de produits. Et en fait, c'est assez clair, c'est qu'aujourd'hui, c'est un des secteurs les plus réglementés. Grosso modo, sur un dossier de mise sur le marché, vous avez 10% qui est pour démontrer que le produit est efficace sur la cible que vous ciblez, l'insecte ravageur par exemple, et 90% du dossier restant, c'est démontrer que ce n'est pas dangereux pour l'homme et pour les écosystèmes. Donc du coup, effectivement, c'est très important de prendre en considération ces effets délétères en amont, avant même de lancer des programmes de recherche. Et en plus, bien évidemment, dans ce type de programme, on ne va plus forcément chercher de la mortalité, c'est-à-dire induire un maximum de mortalité chez l'espèce. Dans le cas de figure du biocontrôle, on n'essaye plus forcément d'éradiquer les populations de ravageurs, on va essayer en fait de contrôler les populations. Donc ça demande une étude relativement fine des événements, de la biologie, de l'écologie des espèces, et essayer effectivement de trouver des choses qui vont permettre de jouer sur ça, de façon à un peu diminuer cette pression de population de l'agresseur. Donc on vous a un petit peu présenté plusieurs points qui font que cette collaboration nous apporte beaucoup à l'un et à l'autre. Mais pour résumer, pour l'IES, le fait d'avoir cette collaboration, déjà ils ont pu avoir, grâce au sous de l'ANR, une acquisition de matériel supplémentaire dans le laboratoire, ce qui n'est pas négligeable. Mais c'est comme l'a dit un petit peu David, ils ont aussi la vision marché grâce à nous. Ce qui fait qu'ils ne vont jamais développer quelque chose qui est à contre-courant du marché qu'on ne pourra jamais utiliser. Et donc ça, c'est aussi très intéressant, c'est un autre point, c'est qu'on va toujours pouvoir valoriser la recherche fondamentale et les tests qui sont faits au laboratoire. Et ça, c'est quand même très important. Pour SBM, nous, on n'a pas de laboratoire en propre, on ne peut pas faire de recherche. Et donc finalement, ce LabCom, c'est un petit peu une extension de SBM, finalement. Et donc ça, c'est très intéressant parce que finalement, on pourrait peut-être faire une prestation. C'est ce genre les travaux qu'on fait, on pourrait le faire en prestation. Mais déjà, sur les cibles qu'on en travaille, c'est très, très, très difficile de trouver des labos qui ont cette expertise-là. Et puis, on a aussi une implication forte dans la rédaction de protocoles, dans les résultats qu'on n'aurait jamais avec une prestation extérieure. Et puis, il y a une autre chose qui est très intéressante aussi dans cette collaboration, c'est que le laboratoire nous apporte un œil neuf et vraiment force de proposition dans les différentes recherches fondamentales qu'on peut faire dans ce domaine-là. Sur ces histoires d'essais et de screening, de notre point de vue au niveau du laboratoire, et donc maintenant SBM aussi l'intègre bien dans sa démarche, il est important de contrôler le process de sélection et de recherche, et notamment d'éviter la prestation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les bioessais qui sont actuellement mis en place par les prestataires sont relativement normés et ne permettent pas finalement d'étudier assez finement les choses. Juste un exemple comme ça, un insecte est très sensible à la température. Une différence de température dans son environnement peut faire qu'il réagit très différemment à une solution de lutte. Et donc du coup, derrière, sur un protocole qui est normé, très standardisé, on n'est pas en mesure de faire varier cette température. Alors que nous, en fait, au laboratoire, on intègre ce type de paramètres, les modifications environnementales, l'interaction avec l'environnement, et donc on peut complexifier finalement les essais, les recherches, pour intégrer tous ces aspects-là. Sur la partie recherche au débit, c'est vrai que en plus, on peut tout simplement, au-delà de la mortalité, comme je disais tout à l'heure, essayer d'observer un peu plus longuement sur les longs termes les effets. Et donc ça, c'est pareil. La plupart des tests qui sont faits par les prestataires observent des effets à 24, 48 heures, 2-3 jours, alors que nous, on peut des fois aller sur plusieurs semaines après un traitement pour voir si, par exemple, on a juste un retard de développement ou une altération de la reproduction de l'espèce. Et donc, pour finir, on voudrait aussi un peu vous présenter l'apport de Sorbonne Université dans cette collaboration. Donc, au-delà de l'infrastructure qu'elle nous apporte, avec les labos, avec l'accès à des serres, il y a aussi eu une forte aide de la part de l'université quand on a mis en place le LabCom. Il faut savoir que les projets ANR, c'est très lourd en termes administratifs. Et donc, la Sorbonne nous a beaucoup aidé pour mettre en place tout ça.
Et il y a aussi un autre point qui est intéressant, l'avoir la Sorbonne, c'est aussi un réseau. Donc pas plus tard que tout à l'heure, je discutais avec un nouveau scientifique, potentiellement un nouveau partenariat, qui sais-je. Donc on a finalement une mise en réseau qui est importante et une mise en contact qui est privilégiée par le fait qu'on travaille avec David, qui peut nous donner accès à d'autres laboratoires. Et sur ces histoires de réseau, et donc ça sera notre mot de fin, 8 secondes, c'est parfait, il y a aussi un intérêt, notamment du fait du positionnement de Sorbonne Université sur des alliances, notamment à l'échelle européenne ou internationale. Et donc, par exemple, typiquement, moi, en tant que chercheur, j'ai déjà interagi avec des collègues de Prague, de Varsovie, qui sont dans l'alliance KTU+, que Sorbonne Université a développée, et qui s'inquiètent aussi de ces questions-là à ces échelles de territoire, puisqu'effectivement, les ravageurs ne connaissent pas les frontières entre les pays, et donc lutter contre ces ravageurs, c'est quelque chose qui est assez général dans pas mal de pays et continents. Merci infiniment, Charlotte. Merci, David.